tous. Merci de me donner la parole sur ce sujet. Donc, comme Alexandre m'a présenté, moi je suis chirurgien orthopédiste pédiatre, donc je vais vous parler de scoliose qu'on a traité orthopédiquement dans la population, de fractures qu'on a traité orthopédiquement dans la population pédiatrique. Donc en fait, ce travail il est parti d'un constat, c'est que les scolioses post-traumatiques, on les voyait en consultation sans trop savoir pourquoi, en se posant beaucoup de questions de pédiatre, de savoir est-ce qu'il y a eu des troubles de croissance, est-ce que vraiment, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Et puis il y a toujours le remodelage dont on parle beaucoup, mais finalement qu'on a souvent du mal à quantifier, à anticiper. Donc on était parti avec plein d'objectifs par rapport à ça, pour répondre à la question est-ce qu'il y a des troubles de croissance qui expliquent ces scolioses après fracture, et est-ce qu'il y a du remodelage comme on le dit souvent en pédiatrie. Donc ce travail il est rétrospectif, il commence à avoir quelques années, mais bon, il est tricentrique. On a inclus tous les patients de moins de 18 ans qui ont une fracture traitée orthopédiquement, et bien sûr été exclus tous les patients qui avaient une scoliose préexistante. Au niveau des mesures radiologiques, donc on a mesuré ce qu'on appellera la déformation locale, c'est-à-dire la déformation de la vertèbre, de face et de profil. On le faisait sur les clichés initiaux pendant tout le suivi et au dernier recul. Et puis on mesurait la déformation qu'on appellera régionale, c'est-à-dire l'angle de Cobb sur la face et puis la syphose thoracique, la lordose lombaire. On l'a fait pendant tout le suivi parce qu'une des grosses difficultés sur l'évaluation de la syphose et de la lordose, c'est que les clichés initiaux, ils étaient faits coucher. Ensuite, les premiers clichés debout, il y avait les corsets et tout ça, donc ça a été un peu difficile de débrouiller et de savoir qu'est-ce qu'on prenait comme valeur initiale, en particulier au niveau de la syphose thoracique et de la syphose et de la lordose lombaire. On a essayé de voir aussi comment allaient ces patients. Alors, comme c'était rétrospectif, certains ont été revus en consultation, d'autres étaient juste interrogés par téléphone, donc ça explique qu'on n'a pas forcément toutes les informations. En tout cas, on leur demandait s'ils avaient des douleurs et dans le cas où ils en avaient, est-ce qu'il y avait un retentissement sur leur vie professionnelle, leur vie personnelle, ou est-ce qu'il y avait des prises dentalgiques à distance. L'analyse, bien sûr, elle a été faite sur la série complète et puis on a fait des sous-groupes pour essayer de voir si certaines caractéristiques de la fracture expliquaient l'apparition ou non d'une scoliose après la fracture. Donc on a analysé en fonction de la localisation. Alors, pour avoir quand même suffisamment de patients à vous présenter, j'ai pas exclu, je me suis pas concentrée sur le thoracolombaire, je vous présente un petit peu tout, même si c'était l'objet de cette mise au point. On les a aussi séparés en fonction du caractère unique ou multiple des fractures. Et puis, bien sûr, un truc très pédiatrique, le stade de Risser. On avait mis la limite à 3 en se disant que les patients qui avaient un Risser strictement inférieur à 3, c'est des patients qu'on considère, nous, peu ou pas matures. Et puis, les patients qui ont un Risser supérieur ou égal à 3, il leur reste de la croissance, bien sûr, mais l'essentiel est passé. Donc, on avait 48 patients qui ont été inclus, ce qui faisait 84 vertèbres, pardon. L'âge moyen au moment du traumatisme, il était d'un petit peu plus de 12 ans. Et puis, on a un suivi moyen de 4 ans avec un écart type qui est très large, puisqu'on a les valeurs limites vont de 1 à 17 ans de suivi. Ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'à l'inclusion, presque 60% des patients étaient peu ou pas matures, alors qu'au dernier recul, plus de 60% avaient un Risser supérieur à 3. Au niveau des fractures, comme pour la série, la série de Maxime, c'est beaucoup de type A. Et au niveau des traitements, il y a une petite différence. Une grosse majorité a été traitée avec des corsets amovibles, comme on le fait beaucoup. Et puis les patients les plus anciens, il y en a qui ont eu des corsets plâtrés sur table de Cottrell. Donc dans notre série, sur les 48 patients, on a quand même 11 patients qui ont présenté une scoliose après leur fracture. Alors comme ils n'ont pas tous été revus cliniquement, on a pris la définition radiologique de la scoliose, donc un Cobb supérieur à 10 degrés et une rotation vertébrale sur les clichés. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est toujours des petites scolioses, puisque sur les 11, il y en a 10 qui ont un angle de Cobb qui est inférieur à 20 degrés. Dans le plan frontal, ce qu'on a pu remarquer, c'est que la déformation de la vertèbre, en fait, elle est pas modifiée significativement entre le moment de la fracture et le dernier suivi, alors que l'angle de Cobb, lui, il est significativement augmenté au cours du suivi. Ça, c'était vrai pour toute la série. Et puis, dans l'analyse en sous-groupe, les patients qui ont un Risser supérieur à 3, les patients qui avaient une fracture lombaire et une fracture unique, c'est ceux qui avaient significativement une majoration de l'angle de Cobb pendant le suivi. Dans le plan sagittal, par contre, on a constaté le remodelage au niveau vertébral, puisque la syphose locale a été significativement diminuée pour toute la série, mais toutefois, il persistait quand même 8,5 degrés de syphose locale. Et dans l'analyse en sous-groupe, c'est le Risser, le groupe de patients qui avait un Risser inférieur à 3 qui a montré un remodelage significatif. Au niveau donc de la déformation plus régionale, pour toute la série, on a été étonné de se rendre compte que la lordose lombaire, elle était augmentée de plus de 10 degrés en moyenne, alors que la syphose locale, qui persistait une syphose résiduelle de 8,5,
Et l'analyse en sous-groupe, elle a montré que c'est les fractures lombaires qui avaient le plus d'augmentation significative de la lordose et les patients qui avaient un RICER inférieur à 3 encore. Au niveau des résultats fonctionnels, 81% de nos patients à l'interrogatoire rapportaient des douleurs rachidiennes depuis leur traumatisme, mais ces douleurs, dans presque 90% des cas, elles n'avaient pas de retentissement fonctionnel et seulement 3% rapportaient une prise occasionnelle dentalgique en rapport avec ces douleurs. Donc là, je vous ai mis quelques exemples pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Hein. C'est pas des courbures, c'est moins impressionnant que ce qu'a montré Maxime. Donc là, c'est un premier cas, une fracture A1 de L1, L2, une patiente qui est quasiment à maturité puisqu'elle a un RICER à 4 à 5 ans et demi. On voit sur la face cette petite courbure de 15 degrés et puis sur le profil, l'augmentation de la lordose. Un autre cas où cette fois-ci, là on est sur un tassement important, on pourra discuter le traitement orthopédique. Je pense que l'attitude de mes collègues qui l'ont pris en charge a été de se dire qu'elle avait un RICER 0, que si on la corsette bien dans lordose et tout ça, on peut espérer du remodelage. Bon, ça n'a pas marché. Vous avez la syphose qui persiste et puis la constitution d'une courbure de 30 degrés en lombaire, bien centrée sur la fracture en L2. Un autre exemple, alors en thoracique, mais c'est pour vous montrer que vraiment ces petites scolioses post-traumatiques, elles ont quand même une caractéristique, c'est qu'elles sont vraiment centrées. Le sommet de la courbure, c'est vraiment la fracture. Bon, là, c'est une petite courbure, mais en tout cas, on le constate bien. Et puis un dernier exemple, pareil, un RICER 4 à la jonction thoraco-lombaire. Pareil, on se rend compte que là encore, la courbure, elle est centrée sur les fractures. Donc si je vous rappelle juste les résultats, donc on a une déformation vertébrale qui est stable, mais un COB autour de cette déformation vertébrale qui s'aggrave. Dans le plan sagittal, on a une syphose locale qui diminue, mais une lordose lombaire qui augmente malgré une syphose vertébrale résiduelle. On a plus de remodelage chez RICER inférieur à 3, et puis on a quand même plus de déformation pour les fractures lombaires. Donc ce que ça nous fait dire, le fait que la déformation vertébrale elle soit stable dans le plan frontal et que la syphose diminue, c'est que ça élimine l'hypothèse d'un trouble de croissance, parce que si vous avez un trouble de croissance, la déformation vertébrale, elle va pas être stable, elle va se majorer avec la croissance, et la syphose locale, elle a aucune raison de diminuer si vous avez un authentique trouble de croissance. On confirme aussi le remodelage, on n'est pas très étonné. Dans la littérature, il n'y a pas grand-chose. Le seul papier que j'ai retrouvé sur le remodelage vertébral post-fracturaire, il est ancien, et il mettait la limite un petit peu comme nous à un RICER 2 à 3. L'autre chose que on a essayé d'expliquer en fait cette déformation vertébrale et scope qui s'aggrave. Alors c'est un truc qu'on connaît bien nous en pédiatrie, c'est la loi de Wettary-Volkmann. Je ne sais pas si c'est un truc qui est aussi connu par les adultes, mais en gros ça veut dire que vous partez d'une petite déformation, la déformation de la vertèbre, vous avez une croissance qui va se faire de façon asymétrique. Quand vous êtes dans la concavité, ça grandit moins parce que les cartilages de croissance ils sont soumis à des contraintes en compression, alors que dans la convexité vous avez des contraintes en distraction. Donc en fait moins ça grandit, plus ça grandit, finalement les vertèbres se déforment, les disques aussi deviennent un petit peu cuniformes et vous rentrez dans un cercle vicieux. C'est une des hypothèses pour expliquer ces scolioses post-traumatiques. Ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est des modèles animaux. Là, c'est des chèvres où ils ont bloqué, d'un côté la croissance. Ils ont créé des lordoscolioses. Sur les coupes histologiques, on voit en fait cette asymétrie qui se crée. Et puis, les deux autres références que je vous ai mis, c'est des gens qui sont encore allés plus loin pour vérifier cette loi, c'est-à-dire qu'ils créaient des modèles de scoliose en gênant la croissance dans ce qui sera la future concavité. Et ça, après, ils inversaient les contraintes et ils corrigeaient leur déformation. Donc peut-être que cette loi, elle explique ce que nous, on a pu constater, c'est que ça part de la déformation de la vertèbre et puis finalement, ça s'organise un petit peu autour avec la croissance. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ne trouve pas de choses dans la littérature adulte, parce que c'est un phénomène qui s'arrête avec la croissance. Autre chose qu'on peut tirer un peu de cette série par rapport au fait que la déformation elle est stable dans le plan frontal et pas au niveau de la syphose, c'est que finalement on a constaté du remodelage, mais on l'a constaté uniquement dans le plan sagittal. Ça aussi c'est un truc qu'on connaît bien en pédiatrie, c'est qu'on a du remodelage dans le plan de mobilité préférentielle de l'articulation. C'est vrai pour tout. Les fractures du radius distal, elles remodèlent beaucoup les cales en flexion ou en extension parce que c'est le plan de mobilité élective du poignet. Le plan de mobilité élective du rachis, ça reste quand même le plan sagittal. Donc c'est probablement pour ça qu'on a constaté du remodelage sur la syphose et pas sur le tassement asymétrique. Une chose qu'on a eu plus de mal à expliquer, c'est le fait qu'on voyait notre lordose lombaire augmenter alors qu'on avait une syphose résiduelle qui était quand même assez significative. Alors il y a une augmentation qui a été d'ailleurs publiée récemment par
Sébastien Pézantier, la SFCR, qui a montré que la lordose lombaire chez l'adolescent, elle augmente au cours de la croissance, mais elle augmente en moyenne, c'est aux alentours de 5 degrés. Nous, on a constaté 10 degrés, donc la question qu'on se pose, c'est de la participation de tout ce qu'il y a autour, et notamment la participation des disques intervertébraux dans les phénomènes de compensation de cette syphose. Parce que finalement, ils n'ont pas hyper compensé cette syphose locale avec tout ce qu'il y a autour et pas avec la vertèbre. Donc en conclusion, les scolioses post-traumatiques, il y en a. Nous, on les voyait dans notre consultation, on les confirme avec la série. Il y a des papiers dans la littérature qui les retrouvent comme nous. Ils les retrouvent dans des proportions similaires aux nôtres, qui sont bien supérieures à l'incidence de la scoliose idiopathique. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est des scolioses qui ne sont pas très sévères, puisque que ce soit notre série ou la littérature, c'est des COP qui sont rarement supérieurs à 20 degrés. Puis enfin, vous me direz, est-ce que ce n'était pas des scolioses idiopathiques et ça n'a rien à voir avec la fracture? Je vous ai montré les exemples. Systématiquement, les courbures, elles sont centrées sur la fracture. Donc, on a quand même envie de se dire que si c'est d'authentiques déformations post-traumatiques. Donc, si on doit retenir quelque chose, c'est que si vous avez une fracture chez un patient qui a un RICER inférieur à 3 et que ce qui vous embête, c'est le tassement pour le profil, on peut espérer du remodelage, même si je vous ai montré un exemple qui n'a pas bien fonctionné. Par contre, sur la face, il y a peu ou pas de remodelage. Donc, s'il y a un tassement très asymétrique, il faut être prudent. Si vous avez un RICER supérieur à 3, il n'y a pas grand-chose à attendre du remodelage. Et puis enfin, pour le rôle des parties molles, j'ai peu de réponses et des pistes qu'il faut probablement creuser, mais en tout cas, je n'aurai pas de réponse à apporter par rapport à ça, si ce n'est qu'on a quand même l'impression qu'il se passe quelque chose. Je vous remercie de votre attention.